Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 9 octobre 2024. Dans les actualités de ce jour, les efforts de l'État pour améliorer les services de la santé publique se poursuivent, a déclaré le président Andry Rajoelina ce matin. En témoigne la remise aujourd'hui de 2 nouveaux appareils de pointe au CHU d'Androtapénec. En effet, cet hôpital Manarapench a bénéficié d'un scanner Fujifilm Supria 32 barrettes et d'un mammographe. La santé est un droit fondamental pour chaque Malagasy, a souligné le chef de l'État. Les soins doivent être accessibles à tous. Ainsi, le coût des mammographies a été réduit pour être abordable à tout un chacun. Reportage de Judikal Ranjanirin et Indora Nzadjaibé. Une nouvelle étape est franchie pour l'amélioration des soins au sein du CHU d'Androtapénec. L'établissement vient d'être équipé d'un scanner 32 barrettes, une technologie de pointe en matière d'imagerie médicale. Cette acquisition représente un bond qualitatif significatif par rapport à l'ancien scanner 4 barrettes, offrant des possibilités d'examen beaucoup plus précises et complètes. Ce nouveau scanner va révolutionner notre pratique, se réjouit le docteur Raswamahar Miangal Soignen, chef de service d'imagerie médicale de l'hôpital. En effet, il permettra de réaliser des examens qui étaient auparavant impossibles, comme l'imagerie de l'appareil circulatoire. Par exemple, il est maintenant possible de détecter les infrasucs du myocarde et d'avoir une image en reconstitution tridimensionnelle au lieu de l'unique coupe transversale avec l'ancien appareil. En parallèle, un mammographe est aussi installé au sein de cet hôpital. Cet appareil permettra de détecter les anomalies mammaires, notamment le cancer du sein, à un stade précoce, améliorant ainsi considérablement les chances de guérison. Elle permettra en outre un dépistage plus rapide, toujours selon le chef de service d'imagerie médicale. À noter que le cancer du sein est celui qui atteint le plus les femmes malagasy. Bien que pouvant atteindre toutes les femmes, peu importe l'âge, celles qui ont 45 ans en plus sont les plus touchées. Et elles ont été plusieurs déjà à venir aujourd'hui pour se faire dépister. Cette double acquisition marque une étape importante dans la modernisation de l'hôpital d'Androtapénec et témoigne de la volonté des autorités de renforcer l'offre de soins de qualité à la population. Le prochain défi est d'étendre cette modernisation dans les régions, a lancé le président Andry Rajoelina. D'ailleurs, il a annoncé que l'État a déjà fait l'acquisition de 10 scanners. Outre le Sensua, des établissements éloignés tels que ceux de Nouzbé, Toulaniar, Ambatunazak, Sambav, Fenrif Atsnanan, Marantsich, Manakar, Murundaf et même Mansar seront dotés de ces scanners. Une preuve de l'engagement de l'État à concrétiser la promesse d'un soin de proximité accessible à tous. Et dans ce même souci, des mammographes seront aussi installés dans les hôpitaux des régions. Le coût du dépistage, qui est normalement de 300 000 lariars, est réduit à 100 000 lariars. Et toujours lors de cette cérémonie de remise de matériel, le chef de l'État a aussi saisi l'occasion pour annoncer une nouvelle importante, la résolution rapide de la crise de l'eau qui sévit actuellement. Reconnaissant l'urgence de la situation, le président a souligné la nécessité de mettre en œuvre des mesures à la fois immédiates et durables pour garantir l'accès à l'eau à tous. Concernant exceptionnellement la situation de la capitale, il a assuré que des solutions concrètes seront apportées dès demain. Dans les informations de ce jour également, les usagers qui veulent expédier des colis à l'étranger ne sont plus contraints de faire une déclaration auprès de la douane, a déclaré le directeur général par intérim de la Poste. Aujourd'hui, le CAD ou commissaire autorisé en douane est désormais disponible dans tous les bureaux de la Poste dans toute la grande île. Reportage signé Fanjasena Mireille et Yves Janel. Poste Malagasy évolue avec la technologie. Si autrefois il était nécessaire qu'un agent des douanes effectue le dédouanement des marchandises du client envoyé à l'étranger, désormais, les employés de la Poste Malagasy de toute l'île peuvent le faire. Quant à l'envoi d'argent, la Poste Malagasy utilise une nouvelle technologie. Il n'est donc plus nécessaire d'attendre longtemps, car l'argent peut être envoyé instantanément vers des endroits éloignés, explique le directeur général par intérim de la Poste. Poste Malagasy peut également faire des prêts à travers la Poste Finance. L'offre est disponible dans tous les bureaux de la Poste. Alors que nous fêtons les 150 ans de l'Union postale universelle, nous reconnaissons l'importance de cette institution comme l'un des premiers exemples de multilatéralisme.
Fondée avec l'objectif de créer un système postal unifié, l'UPU a rassemblé différents pays pour favoriser la communication mondiale, les échanges culturels et l'accès aux services essentiels. Ce qui a commencé avec 22 nations inclut désormais 192 pays membres, prouvant ainsi la force de la coopération internationale. Au fur et à mesure des années, l'UPU a su faire preuve d'adaptation face à des défis tels que les guerres, les crises, les changements technologiques rapides. Elle est restée un symbole fort d'unité internationale en veillant à ce que la communication soit accessible à tous, notamment aux personnes les plus vulnérables. Aujourd'hui a été célébrée la Journée mondiale de la Poste. Aujourd'hui, l'UPU s'efforce de moderniser et d'améliorer les services postaux. Elle fournit un espace au pays pour diffuser des connaissances, trouver de nouvelles solutions et répondre aux défis modernes. L'esprit de coopération de l'UPU permet de transformer les obstacles en opportunités en s'assurant que les services postaux évoluent au fur et à mesure de la mutation du monde. L'expansion de la communication numérique et le déclin des volumes de courrier traditionnels que nous considérions comme une menace sont désormais vus comme un nouveau champ des possibles. Le réseau étendu de l'UPU s'est adapté pour soutenir une plus large gamme de services, y compris le commerce électronique, les services financiers, sociaux et numériques, en garantissant un accès inclusif à la population du monde entier, y compris dans les régions les plus isolées, afin que personne ne soit laissé pour compte. Au lieu de voir la concurrence comme un obstacle, l'UPU est favorable à la création de partenariats avec une large variété d'acteurs. Cette approche inclusive renforce notre capacité à surmonter les défis internationaux, tels que le changement climatique qui nécessite une coopération à l'échelle mondiale. Des événements ont eu lieu dans la capitale, mais également dans les régions. Par ailleurs, les sportifs qui ont brillé lors de l'ASIF ont été récompensés ce jour. Dans les actualités politiques de ce soir, 111 candidats sont inscrits pour la course aux mairies pour le district d'Ambujachim, où les 24 communes ont tous des candidats, dont 20 candidats de la plateforme IRMAR. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Dans le district d'Ambujachim, 111 candidats se sont présentés pour les communales dans 24 communes. Les communes d'Anterouk et d'Ambuchmanzak comptent le plus de candidats. 8 candidats chacune. Si les communes d'Avaratsen, Antsafil, Antanetbe Maazaz, Manazar, Maïrez et Mahab n'en ont chacune que 2 candidats. Les candidats de l'IRMAR sont bien préparés pour cette élection. Leur priorité est d'apporter le développement dans leur commune et de remédier aux maux de la population. Aujourd'hui, le tirage au sort des numéros des candidats affichés dans le bulletin unique s'est tenu à Lovec selon le calendrier publié par la CENI. À titre de rappel, la campagne électorale aura lieu du 19 novembre au 9 décembre. Et seuls les candidats qui soutiennent le régime actuel peuvent garantir d'apporter le développement, a déclaré le gouverneur de la région d'Analamang, qui s'est exprimé sur les élections communales qui aura lieu le 11 décembre prochain. Un candidat du parti de l'opposition à la tête d'une commune s'opposera au projet de développement apporté par l'État actuel, affirme Eraswa Marmak. Reportage sur les images de Zaranjiansu. Certains des candidats ont trahi et ne méritent pas d'être les candidats de la plateforme politique, tous ensemble avec le président Andradzuel Nouirmar. C'est la raison pour laquelle la plateforme ne cherche pas à compléter le nombre des communes. En effet, seuls ceux qui sont assurés d'être élus ont été choisis pour porter la couleur orange, selon les propos du gouverneur de la région d'Analamang et à la fois secrétaire national du parti TGV en début de semaine. Seuls les candidats qui soutiennent le régime actuel peuvent garantir d'apporter le développement, assure-t-il. Concernant les travaux de réhabilitation de routes en cours actuellement, qui, selon certains, ont une portée politique, le gouverneur a déclaré que les travaux doivent se poursuivre, que ce soit en période électorale ou non, et que les travaux à réaliser sont destinés au peuple et non pour les dirigeants. Les travaux seront jugés par le peuple lors des élections, a-t-il souligné. La plateforme politique IRMAR est prête à affronter les élections municipales du 11 décembre, a déclaré le gouverneur de la région d'Analamang. Le parti ne soutient que les candidats présentés par le parti Orange, lequel est également le parti qui soutient le régime actuel, a-t-il conclu.
Page sociale, des projets de développement dans différents domaines ont été mis en œuvre dans plusieurs districts touchés par les conséquences du changement climatique et l'insécurité alimentaire, notamment dans la partie sud de la Grande Île à travers les projets AFAFI financés par l'Union européenne. Ces projets sont axés sur le développement du milieu rural à travers l'amélioration du secteur agricole, l'élevage et de la création de centres d'accueil des mères et des enfants. Détaillé dans ce reportage. Parmi les projets qui ont permis aux agriculteurs de la région d'Anjoy et d'Anos d'améliorer leurs moyens de subsistance et leurs conditions de vie figure le projet axé sur l'agriculture agroécologique à travers le projet AFAFI Sud par le biais d'une technique conçue pour renforcer la résilience des populations en matière d'agriculture face au changement climatique. Il s'agit de blocs agroécologiques constitués de parcelles de terrain de 10 hectares au minimum sur lesquels sont semées des plantes pluriannuelles de 2 à 3 ans de vie. Ils contribuent à l'alimentation des habitants et fournissent du bois de chauffe, une source rare de combustible dans cette région déforestée. Ils protègent également les cultures annuelles contre les vents secs, restaurant la fertilité des sols dégradés, augmentent l'infiltration de l'eau de pluie, garantissant ainsi une meilleure croissance des cultures. Enfin, ils favorisent l'alimentation du bétail. Environ 4400 hectares de terre sont exploités avec cette technique agricole à Anjoy et Anos, avec environ 4000 ménages pratiquants. Cette technique agricole écologique permet également d'approvisionner en nourriture les centres d'accueil des mères et enfants ou SAEM de ces deux régions. Ce centre prend en charge des enfants de 6 mois à 2 ans et des mères vulnérables touchées par la malnutrition. Ces dernières sont conseillées sur l'hygiène et la cuisine saine à base de produits locaux. 8 associations de femmes gèrent ces centres qui accueillent déjà environ 1800 enfants. En plus du projet AFAFI Sud qui intervient dans la partie sud de l'île, il existe également le projet AFAFI Nord pour la partie nord de l'île qui a comme objectif la mise en place des systèmes d'irrigation qui arrosent jusqu'à 129 hectares de terres agricoles dans la région Sava, dont les agriculteurs issus de Trois-Fukuntan sont bénéficiaires, à savoir Anzaamarna 1, Ambuchalalan et Tanambo Amatbe. Il existe également le projet AFAFI Centre en activité dans les autres terres. Parmi les projets figure le soutien aux charbonniers qui a permis la formation de 86 charbonniers de 11 communes du district de Manzakanjin à travers la technique améliorée de carbonisation OTAC. Et la mise en place des centres de nutrition communautaire ou CNC qui sont des centres de soins et de prise en charge des enfants au sein des Fukuntan entre dans les travaux visant à promouvoir le capital humain à travers le projet AFAFI Nord. Les régions Sophie, Diana et Analandrouf bénéficient de ces CNC actuellement. Reportage. Ce sont des enfants depuis les nouveau-nés qui sont pris en charge ici au centre de nutrition communautaire au CNC. Ces centres font des consultations générales et se complètent avec les CSB2 pour la prise en charge des enfants. Pour le Fukuntan d'Ambu Takatak dans la commune d'Ansiboul, région Diana, la mise en place de ce centre change la vie de la population en matière de santé de leurs enfants car ils peuvent effectuer des visites systématiques mais aussi diverses consultations comme le pesage, la vaccination et bien d'autres. Depuis son ouverture, plus de 100 enfants y passent quotidiennement. Avant, les habitants du Fukuntan devaient faire plus de 6 km pour rejoindre un centre de santé ou faire soigner leurs enfants et pour la vaccination. Actuellement, les parents sont rassurés, affirme la responsable du centre, Al-Hadi Omonia. Les CSB2 des environs fournissent des vaccins et les besoins nécessaires au centre, affirme-t-elle. Environ 6 000 enfants bénéficient de soins de base dans les 22 CNC répartis dans le district d'Ambilbe. La mise en place des centres de nutrition communautaire ou CNC entre dans les travaux visant à promouvoir le capital humain à travers le projet AFAFI Nord. Les régions Sophie, Diana et Analandrouf bénéficient de ces CNC actuellement. Toujours dans cette page sociale, le problème d'approvisionnement en eau au niveau des cités universitaires n'a pas encore de solution à long terme. Dans cette optique, le ministère de l'enseignement supérieur s'ouvre à la collaboration avec le secteur privé. Ainsi, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la professeure Chamina Lula, a reçu aujourd'hui à son bureau le président fondateur de l'ONG Malagas mobilisé pour l'action Umamoa. La rencontre s'est axée sur la résolution du problème de la fourniture d'eau à Ankats et l'ONG Mamoa a manifesté sa volonté de contribuer à résoudre le problème. Il y aura donc prochainement une première descente sur terrain à Ankats avec les techniciens de cette association pour faire
l'état des lieux, rappelant que cette association caritative aide la communauté en créant des emplois et apporte des aides techniques. Dans les actualités internationales de ce soir, avec des vents pouvant aller jusqu'à 270 km/h, l'ouragan Milton est repassé en catégorie maximale 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson hier, avant qu'il ne touche en terre Floride la nuit prochaine. Cela pourrait être la pire tempête à frapper cette péninsule en un siècle, a alerté le président américain Joe Biden. Le point avec France 24. Hélène met en pire. Cette fois, c'est l'ouragan Milton, qualifié par les autorités fédérales d'ouragan extrêmement puissant qui devrait s'abattre sur la Floride ce mercredi ou dans la nuit de jeudi. Il sera vraisemblablement accompagné d'une série d'ouragans qui menacent certaines parties de l'État. Tout ce que la Floride compte de services publics se démène pour garantir l'évacuation des zones menacées avant que Milton donc ne touche terre. C'est notamment le cas dans la région de Tampa, où l'Observatoire national des ouragans confirme que le phénomène climatique n'est plus qu'à 405 milles nautiques au sud-ouest, générant déjà des vents dépassant les 200 km/h, ce qui classe Milton dans la catégorie 5. Mais des fluctuations d'intensité sont probables, ont indiqué les experts. À Washington, Joe Biden affirme suivre l'évolution de la situation en temps réel et a rappelé dans la soirée à la population que tous les moyens fédéraux nécessaires étaient d'ores et déjà déployés en renfort. À 27 jours du scrutin présidentiel de novembre, l'administration Biden ne peut tout simplement plus se permettre la moindre critique, alors que la Caroline du Nord et la Floride ne sont pas encore remis d'Hélène, la précédente catastrophe. Et le Premier ministre israélien a menacé hier les Libanais de subir des destructions comme à Gaza s'ils ne libéraient pas leur pays du Hezbollah au moment où Israël élargit son offensive terrestre contre le mouvement islamiste dans le sud de Liban. France 24. Le drapeau israélien hissé dans le village libanais en ruine de Maroun el-Ras, à la frontière. La scène a été diffusée sur les réseaux sociaux par l'armée israélienne et pose question: jusqu'où le gouvernement de Benyamin Netanyahou compte-t-il aller au Liban, quelques jours seulement après avoir promis des incursions localisées et limitées. Ce mardi, le Premier ministre israélien a directement menacé son voisin en s'adressant à la population libanaise. Vous avez l'opportunité de sauver le Liban avant qu'il ne tombe dans l'abîme d'une longue guerre qui mènera à la destruction et à la souffrance, comme à Gaza. Chacun d'entre vous peut faire un pas pour son avenir, même un petit pas. Se soulever contre le Hezbollah ou en subir les conséquences dans la guerre, voilà l'impossible ultimatum imposé par Benyamin Netanyahou à la population libanaise. Il n'y a pas de force libanaise aujourd'hui capable de se soulever contre le Hezbollah. Au fond, la stratégie israélienne in fine va conduire à monter les Libanais les uns contre les autres. Et à ce moment-là, la partie israélienne pourra enfoncer le front au sud et pénétrer pour réussir cette fameuse offensive terrestre. De quoi ranimer le traumatisme des incursions israéliennes au sud du Liban en 1978, puis en 1982. Tsahal ne le quittera qu'en 2000, après 18 années d'occupation. Ce mardi, l'inquiétude grandit face à l'hypothèse d'une présence militaire prolongée, voire d'une tentative d'annexion. La France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a dénoncé une provocation de la part de Benyamin Netanyahou. Et avec près de 2 millions de tonnes par an, l'Égypte est devenue le premier producteur de dattes au monde. Malgré ce record, ses exportations ne se portent pas si bien. Le pays a décidé d'investir massivement dans la date Medjool, une date plus prisée sur le marché international. Reportage signé France 24. Plus de 80 000 palmiers inondent cette oasis. À Bahareya, au milieu du désert, le responsable de cette exploitation, la plus grande du pays, ne cache pas sa satisfaction. Nous sommes numéro 1, nous sommes des pionniers dans la production de dattes en Égypte. Nous avons nos propres standards, notre savoir-faire nous donne cette qualité haut de gamme. Nous avons un système opérationnel et de procédures strictes. Avec 1,8 million de tonnes de dattes cette année, l'Égypte revendique la place de premier producteur mondial.
Cependant, elle demeure en retard en termes d'exportation, seulement 3% de la production nationale. Le type de dates que l'Égypte produit, ce ne sont pas que des medjoul. On a beaucoup d'autres sortes. Nous avons aussi les dates siwi, les saïdi, les gizawi. Mais à l'international, les consommateurs ne sont pas très demandeurs. Ce n'est pas comme la medjoul, qui est la reine des dates. Au ministère de l'Agriculture, on affiche une ambition réelle quant au futur de la production et de l'exportation. L'Égypte est au 10e rang des pays exportateurs. Mais en plantant 5 millions de palmiers, 500 000 tonnes de dattes vont être ajoutées. Ces variétés ont une haute valeur économique et, si Dieu le veut, cela permettra d'augmenter la production de dattes égyptiennes. Avec ces nouveaux investissements, le gouvernement espère bien faire de la date égyptienne une spécialité mondiale. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre votre série Strike Back. Sur ce, très bonne continuation sur Viva. Au revoir.